Voilà, donc dans cette vidéo pour vous parler donc du manga Yukioholder de Ken Akamatsu, qui est donc publié depuis 2014 aux éditions Picard en France. Donc à l'heure actuelle, 4 tomes sont disponibles, bien que d'autres scans soient sortis en ligne. Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome. En revanche, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, c'est une histoire qui relate les aventures de Tota, donc qui est un descendant de Negi et qui veut se rendre à la capitale, c'est-à-dire tout en haut d'une tour. Donc pour le moment, les informations que je vous donne ne sont pas très précises, mais je vais donc vous parler de l'œuvre des œuvres d'Akamatsu en général pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, tout d'abord, il est préférable de connaître Negima avant de se plonger dans l'univers de Yukioholder, puisqu'il y a des références presque tout le temps, et puis les personnages que l'on retrouve dans Yukioholder sont souvent connexes à ceux de Negima, puisqu'il s'agit en réalité de la suite du manga dont je viens de vous parler, donc Negima. Donc, pour revenir à l'œuvre d'Akamatsu, je tiens tout d'abord à dire qu'il a commencé par Ei Non-Stop, donc qui est un manga... Bon, en fait, sa première œuvre, c'était My Santa, mais c'était un one-shot, si je ne dis pas de bêtises, donc je ne vais pas vous en parler ici. Puis de toute manière, je l'avais lu il y avait très longtemps, donc peu importe. Pour le moment, je vais surtout vous parler de Ei Non-Stop, donc qui est une œuvre qui relate la vie d'Hitoshi Kobe, donc qui est un lycéen plutôt classique, qui n'a rien de différent des autres. Il n'est pas particulièrement beau, pas particulièrement intelligent, si ce n'est qu'il est très doué en informatique, donc il a créé il s'est créé une copine virtuelle, donc une intelligence artificielle, d'où le nom AI, donc AI, pour Artificial Intelligence. Si je ne dis pas de conneries, oui c'est ça. Donc il se crée une intelligence artificielle qui lui fait office de petite copine, et elle s'appelle Sati. Donc Sati qui est donc une déformation de 30, qui est donc le chiffre 30. Donc ils commencent à avoir une relation plutôt... ambigus tous les deux, puisque Sati est donc une intelligence artificielle qui peut donc rentrer dans l'ordinateur d'Hitoshi et d'autres donc dans d'autres ordinateurs et communiquer avec tout un tas de programmes informatiques, ce qui lui confère tout un tas de pouvoirs plutôt sympas. Donc leur vie vient d'être perturbée quand une autre intelligence artificielle qu'Hitoshi avait créée apparaît, qui s'appelle donc Twinnie, déformation de 20, donc 20. Ensuite, il y a la création de 40, donc 40 qui est donc le chiffre 40, qui a la particularité d'être une petite fille qui se transforme aussi en petit garçon dès que l'on prononce donc le mot fille, garçon, elle change d'apparence. Donc pour ces 4 personnages qui vont vivre donc ensemble, il va leur arriver tout un tas d'aventures pour au final se terminer par... Bon, je vais pas vous spoiler si jamais vous voulez découvrir ce manga qui est donc très bien, je vous le conseille, puisqu'il n'est pas le premier manga d'Akamatsu que j'ai lu, puisque le premier que j'ai connu c'était Love Hina, mais après avoir adoré cette œuvre, j'ai eu envie de me plonger dans une autre œuvre d'Akamatsu et j'ai donc découvert de cette manière Ei Non-Stop. Donc Ei Non-Stop qui se traduit par on n'arrête pas l'intelligence artificielle, et qui est donc la phrase par laquelle se termine le manga. Donc il y a de gros enjeux qui sont soulevés derrière, c'est-à-dire je pense qu'il peut y avoir un lien entre ces jeunes adolescents qui n'arrivent pas à trouver de petits amis réels et donc qui se créent une vie dans le monde virtuel. Donc sans pour autant faire un parallèle avec Sword Art Online, il est vrai que Hitoshi, qui n'arrivait pas à avoir de petits amis dans le monde réel, a voulu s'en créer une. Non, le monde informatique, donc une intelligence artificielle, mais elle devient presque humaine. Il y a donc ces enjeux qui sont soulevés. À quel point l'intelligence artificielle peut-elle être comparée à l'humain? Honnêtement, c'est une œuvre que je vous conseille. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Je vous la conseille parce qu'elle est juste géniale. Le dessin d'Akamatsu a tendance à s'améliorer avec les années, mais celui de Ei Non-Stop est déjà très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à cette œuvre, qui est relativement courte, puisqu'elle a été compilée en 8 tomes, si je ne vous dis pas de conneries. Oui, c'est ça, en 8 tomes. Autant pour moi, il fallait que je vérifie. Elle a été compilée en 8 tomes, donc il y a de ça quelques années quand même. Mais c'est quand même un manga intemporel, je dirais même plus que jamais, puisqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, du progrès de la technologie. On le voit bien, hein, Sword Art Online qui a
cartonné entre guillemets récemment parce que on parlait de la frontière presque inexistante à l'heure actuelle entre le monde virtuel et le monde réel, enfin du moins cette frontière qui tend de plus en plus à devenir inexistante. Et donc Ei Non-Stop est un manga que je vous conseille si jamais vous voulez vous plonger dans ce type d'univers, donc de frontière entre le monde réel et le monde fictif, donc le monde informatique. De plus, ce qui est intéressant, c'est que Hitoshi Kobe n'est pas un garçon extraordinaire, comme je vous l'ai dit, il n'a pas grand chose pour lui, il n'est pas... c'est pas un canon, ce n'est pas un garçon qui se bat super bien, c'est un garçon plutôt classique, plutôt naïf, un petit peu pervers, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste toujours dans la trame des œuvres d'Akamatsu avec un garçon entouré de jolies filles et qui n'est pas très doué, qui a plutôt tendance à même être un anti-héros, qui échoue dans tout ce qu'il entreprend dans la vie. Donc ce genre de héros n'est pas sans nous rappeler Keitaro Urashima, qui est donc le personnage principal de Love Hina, personnage principal avec Naru. Donc pour vous raconter vite fait l'histoire, il s'agit donc d'un étudiant... en prépa, qui s'appelle Keitaro Urashima et qui a donc une vingtaine d'années. Son objectif est de rejoindre l'université la plus prestigieuse de tout le Japon, puisqu'il s'agit de l'université de Todai. Or, il rate le concours d'entrée successivement, jusqu'au jour où il décide d'aller donc vivre chez sa grand-mère parce que sa mère n'arrête pas de lui dire de trouver du travail et parce qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'a réussi pas les concours d'entrée, qu'il ferait mieux d'abandonner. Donc sa grand-mère qui tient une pension, donc il décide d'y aller, il s'y rend et il se rend compte que tout a changé puisque c'est devenu une pension pour jeunes filles. À ce moment-là, il rencontre donc Naru de manière un peu ambiguë puisqu'il la rencontre dans le bain. Ils se rendent donc compte qu'il s'agit d'une pension pour jeunes filles. Il devient rapidement le gérant de cette pension. Et l'enjeu principal du manga, c'est que Keitaro veut rentrer à Todai. Or, parce qu'il avait fait une promesse à une petite fille lorsqu'il était plus jeune. Or, le garçon n'arrive plus à se rappeler du visage de cette petite fille, ni de son nom, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Donc on va suivre l'aventure donc de Keitaro entouré de ces jolies filles dans cette pension, qui seront donc Naru, Kitsune, Su, Motoko et Shinobu. Auxquels viendront s'ajouter par la suite Sarah et Haruka à plusieurs moments. Et le personnage de Seta plus la grand-mère de Keitaro. Et encore plus tard, on verra donc Kanako Urashima qui est donc la demi-sœur de Keitaro. Du moins sa sœur. Bon, je ne vous spoil pas, si jamais vous ne connaissez pas encore cette œuvre, je vous invite à la découvrir parce que c'est un gros classique. Love Hina, c'est le manga, enfin c'est l'un des mangas que j'ai connu en tout premier. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir à quel point un garçon qui n'a rien pour lui au début va se battre pour réaliser une promesse pour laquelle il ne se rappelle même pas à qui il l'avait formulée. Et donc on va le voir s'intéresser de plus en plus à Naru. Autant pour moi, j'ai oublié aussi un personnage important dans l'histoire, il s'agit de Mutsumi Otohime. Donc ces deux personnages qui sont donc amoureuses du personnage comme toutes les autres filles de la pension qui au final vont finir par tomber amoureuses de lui, ce qui n'est pas sans nous rappeler encore une fois une autre œuvre d'Akamatsu qui est donc Negima. Mais bon, pour continuer un peu plus sur Love Hina, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est de voir ce garçon qui n'est pas très débrouillard se battre corps et âme pour réussir à rentrer au Todai. Alors, est-ce qu'il va y arriver ou non? C'est là toute la question que l'on se pose durant à peu près 8 tomes. Après les 8 tomes, donc il y en a 14 au total. Donc après ces 8 tomes, on sait ce qu'il en est. Et si vous voulez le savoir également, je vous propose de lire ce manga qui est donc une pure tuerie. Et alors le manga est terminé bien évidemment puisque ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti. Je l'avais découvert sur KD2A parce que ils avaient passé le premier épisode de l'anime et depuis ça m'avait bien plu donc j'avais voulu découvrir un peu plus en détail cette œuvre. Donc j'avais acheté les mangas qui sont encore dans la bibliothèque et que je regarde à l'heure actuelle encore fièrement parce que c'est l'une de mes œuvres préférées, Akamatsu étant donc l'un de mes auteurs préférés. Donc voilà, je ne peux que vous proposer cette œuvre qui est donc géniale et qui est aussi connexe avec Negima puisque il s'agit dans Negima donc d'un petit garçon, donc un jeune garçon qui s'appelle Negi Springfield qui a 10 ans et qui est entouré d'une bonne trentaine de filles tout aussi jolies les unes que les autres. Alors oui voilà, c'est le genre pantsu, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours des petites culottes, des petites culottes, des petites culottes, des petites culottes, des petites culottes et le genre harem aussi puisque c'est un garçon entouré de plein de filles,
toujours plein de filles, mais il n'en aime qu'une seule au final et il refusera toujours les avances des autres parce qu'il est un peu débrouillard. Il se retrouvera toujours dans des situations un peu compliquées, c'est-à-dire sous les jupes de la fille la plus timide de toute la bande qui se mettra à pleurnicher ou à rougir, ou alors il se retrouvera à toucher la poitrine de la fille la plus tsundere de toute la bande. Donc là il se prendra juste une pêche monumentale qui l'enverra valser par-delà les cieux et comme je vous disais, donc là il s'agit de Negi Springfield. Donc Negi est un petit garçon de 10 ans qui est un apprenti magicien. Mais pour confirmer ses capacités, il doit aller étudier donc dans le monde exclu de la magie, donc à l'école de Mahora, qui est donc un collège où il sera prof d'une classe de jeunes filles. À ce moment-là, il découvre donc petit à petit toutes les personnes qui constitue sa classe. Donc parmi les 31 élèves, il y en aura des gentils, il y en aura des plus méchantes, il y en aura qui viendront d'un autre monde, il y en aura qui seront ses alliés, d'autres dont on se posera des questions jusqu'à la fin du manga. Alors, pourquoi je vous parle à ce point-là de Negima pour faire le lien avec Yukio Holder? Donc, déjà, jusqu'au tome à peu près... Allez, on va dire le tome 19, l'histoire stagne un peu. Donc, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans le même monde, dans le même univers. Et après, donc c'est maintenant qu'il va y avoir du spoil, parce que je vais vous spoiler à donf pour que vous puissiez comprendre Yukio Holder. Donc, arrêtez-vous là si jamais vous ne voulez pas être spoilé. Voilà. C'est bon, c'est fait, parfait, c'est nickel. Donc, pour vous spoiler, donc après le tome 19, donc... ou du moins autour du tome 19, je me rappelle plus exactement, Negi et ses amis vont dans le monde magique puisque c'est là-bas que Negi doit retrouver donc son père qui a disparu il y a de ça plusieurs années. Il veut des informations, il veut visiter ce monde, mais le problème c'est que Negi a des ennemis. Des ennemis, pourquoi? On ne le sait pas encore exactement. On sait qu'il y a certaines personnes qui veulent l'empêcher d'accomplir son destin, mais son destin est donc lié à celui de son père, que l'on ne connaît pas encore. Donc, pour vous imaginer le tout, Negi va se rendre avec certaines de ses camarades avec qui il a conclu un pactio. Donc un pactio, ça veut dire embrasser l'une de ses camarades pour pouvoir... avoir un lien magique avec elle. Donc vraiment, je vous le fais en gros. Hein. Avoir un lien magique avec elle, c'est-à-dire que l'une de ses élèves va donc avoir une carte qui va lui apparaître, une carte de Paxio qui va donc lui conférer des pouvoirs, bien qu'elle n'ait pas appris la magie au préalable. Donc, parmi les personnes qui entourent Negi et qui sont les plus proches de lui, donc bien sûr, il y a ces 31 élèves qui sont toutes proches de lui, mais il y en a certaines plus que d'autres. Donc, notamment Asuna. Donc, Asuna qui n'est pas sans nous rappeler au niveau du graphisme Asuna dans Sword Art Online, mais bref, peu importe. Toutes les deux se battent avec une épée et sont plutôt badass quand même. Enfin bref. Donc Asuna qui est la plus proche de Negi. Il va aussi y avoir Konoka, Nodoka, Yue, Shisame, Setsuna, Kufei, et puis il va y en avoir d'autres encore. Mais bon, toutes celles-ci, la plupart, vont se retrouver dans le monde magique, dispatchées un peu partout et vont essayer donc de retrouver Negi. Negi qui est donc un garçon plutôt bien élevé, de bonne famille, qui a pour objectif de retrouver son père, qu'il a vu disparaître un jour comme ça. Tout le monde autour de lui dit qu'il est mort, mais lui ne veut pas y croire, car son père était quand même le mage aux 1000 sorts et donc pour lui il n'a pas pu mourir. Au fur et à mesure où, donc à partir du tome 19 jusqu'au tome donc 38, Negi va apprendre de plus en plus de choses donc sur son père, le monde magique, et surtout sur les objectifs de son ennemi qui est donc Fate Averuncus. Donc Fate, dont on ignore pas mal de choses, on sait juste que c'est un ennemi qui a une apparence plutôt enfantine mais qui n'est pas humain. On apprendra donc au fur et à mesure où les personnages évolueront dans le monde magique que ce dernier est en réalité un monde créé artificiellement sur la planète Mars. Donc jusque là ça paraît plutôt voilà, un peu exagéré, mais ça ne l'est pas du tout. Honnêtement, il y a beaucoup d'éléments dont Akamatsu se sert et qui semblerait, dit comme ça, complètement invraisemblable, mais créé, enfin du moins mis dans son univers à lui, tout semble tellement cohérent qu'à aucun moment on se dit ouais non mais là c'est trop, là non il exagère Akamatsu, non, à aucun moment on se le dit.
C'est juste un manga qui est génial, puisqu'à la fin, l'objectif de Negi va être donc plus seulement de retrouver son père, mais de sauver le monde de la magie qui est donc amené à disparaître, car c'est le projet de Fate Averunkus, donc l'ennemi, enfin l'antagoniste principal du manga, je dirais, enfin lui plus le magicien du commencement en fait. Mais bon, tout ça pour dire que ce sont des personnages qu'on retrouvera donc dans Yuki Holder, puisque Negima se termine par un Negi qui veut créer un ascenseur qui rejoint, enfin qui lie le monde sur lequel, enfin la Terre en fait, au monde magique. Et donc cet ascenseur donc va être l'enjeu principal, donc cette grande tour va être l'enjeu principal de Yuki Holder, du moins de ce que j'en vois jusque là. Puisque donc Negima se termine, on sait que Negi avait une favorite parmi ses 31 élèves, mais on ne sait pas qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a eu quand même des enfants, puisque on peut voir que Negi, enfin on peut voir la tombe de Negi dans Yuki Holder, mais on ne voit pas le nom de sa femme. On sait juste qu'il est le grand-père de Tota, qui est donc le personnage principal de Yuki Holder, qui vit donc dans un petit village. Ses parents sont morts quand il était plus jeune, et c'est donc une fille qui se prénomme... je ne me rappelle plus de son nom. Honte à moi. Un instant, je vais réussir à m'en rappeler. Un instant, ne bougez pas. Voilà, c'est ça, Yuki Hime. Donc elle s'appelle Yuki Hime. Et en réalité, on sait que c'est un personnage qui était aussi dans Negima, puisqu'il s'agit d'Evangeline McDowell, qui est donc un vampire, donc qui est donc immortel, et qui, après la mort de tous les personnages de Negima, donc voilà, des années plus tard, puisqu'ils ont vieilli, ils sont morts, etc., elle, eh bien, elle a survécu puisqu'elle est immortelle. Donc elle est devenue la tutrice de Tota en arrivant dans son village, parce que c'est à cause d'un accident qu'elle a tué ses parents, elle se sentait un peu coupable, donc elle l'a éduquée. Tota, lui, c'est un garçon âgé de 14 ans. Il a été mortellement blessé en tentant de protéger Yuki Hime parce que il y avait un garçon qui... Enfin, comment dire, vu que Yuki Hime est immortel, il y a des associations qui veulent s'en prendre à ces immortels. Ils ont voulu tuer Yuki Hime, donc il y a un mec qui a débarqué, qui a voulu la tuer. Tota a essayé de la protéger et donc il est gravement blessé. Et pour de faire en sorte qu'il reste en vie, Yuki Hime va faire de lui un vampire, donc un immortel. Et c'est ça Yuki Holder, c'est donc un groupe d'immortels qui a été créé donc par Evangeline, donc Yuki Hime si vous préférez. Donc le lien entre les deux œuvres, c'est que le rêve de Tota est donc de découvrir l'autre monde, le monde de la magie, donc de se rendre à la capitale, donc à Tokyo, qui est devenue donc une nouvelle Tokyo où seuls les plus riches, les plus aisés sembleraient vivre. Et au-delà de ça, ce serait donc plus des petites provinces où les plus pauvres, entre guillemets, vivraient donc totalement déconnectés de la vraie magie, puisque la seule magie qu'ils pourraient pratiquer, ce serait celle qui nous serait donnée par des applications. Donc voilà. Donc à ce moment-là, c'est marrant puisqu'on peut voir à quel point la technologie et la magie peuvent être liées. Donc on le voyait déjà bien dans Negima, mais on le voit encore plus ici. On va suivre donc ce groupe d'immortels. Donc il y a tout un tas de types d'immortels. Il y a Tota, il y a Yuki Hime, qui sont tous les deux des vampires. Mais on va aussi voir donc Kuromaru Tokisaka, qui est donc à la base de l'histoire un assassin de 14 ans qui a été envoyé afin de tuer Yuki Hime. Mais finalement, étant vaincu par Tota, il décide de se joindre à eux et de devenir frère d'armes. Donc ce qui est intéressant avec Kuromaru, c'est que lui, son immortalité, elle lui confère le fait de ne pas être... d'être asexué en fait. Il ne pourra devenir homme ou femme qu'à l'âge de 16 ans. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que ce Kuromaru, lui, est issu de l'école Shinmei, donc école Shinmei que l'on retrouve dans Negima, qui est donc une école de kendo. Donc que Setsuna pratiquait, donc dans Negima, également Motoko et sa sœur Tsuruko dans Love Hina. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les histoires sont connexes. On retrouve toujours un lien entre entre chaque personnage, entre chaque ville, enfin si je peux me permettre de dire ville, puisque ça se passe toujours aux alentours de Tokyo, puisque Tokyo est donc la ville dans laquelle on a construit cet ascenseur qui lie donc le monde d'ici-bas et le monde magique. Donc le rêve de Tota est de se rendre dans ce monde magique, parce que c'est la promesse qu'il s'est fait avec ses amis, ses jeunes amis de son village natal.
Donc, enfin, ce n'est pas son village natal, du coup, j'ai cru comprendre. Si, c'est son village natal, oui, il est bien né là-bas. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on va suivre les aventures de Tota, de Yukihime, de Kuromaru, et apparemment plus tard de Karine, de Kyrie et de Fate Averuncus, donc qui revient, donc, qui était l'un des personnages de Negima, qui était rival de Negi, donc dans Negima, mais qui au final deviendra l'un de ses compagnons principaux, puisqu'ils auront un objectif plutôt connexe. Donc ce qui est intéressant de voir à ce moment-là, c'est que Fate avait dit à Negi que son plan de relier les deux mondes ne pourrait peut-être pas marcher. Et au cas où il ne marcherait pas, il n'hésiterait pas à anéantir ce monde en question. Et on voit que dans le cas présent, Fate Averuncus est donc l'ennemi, se repasse encore comme étant le sorcier le plus puissant de tout le système solaire, et s'opposera à Yuki Holder pour des raisons qui ne sont pas encore expliquées, mais que l'on peut largement supposer, puisqu'il avait dit à Negi: si jamais ton projet de relier les deux mondes ne marche pas, je n'hésiterai pas à mettre mon plan à exécution et donc à détruire ce monde. Alors, est-ce que là il devient l'antagoniste parce que le plan de Negi n'aurait pas marché? Je ne le sais pas encore en fait. Alors peut-être qu'en scan, pour ceux qui lisent les scans, vous le savez, moi je n'en sais pas encore énormément. Je n'ai lu que le premier tome, je vais acheter les 3 autres et après je me mettrai au scan. Je m'y mettrai dès la suite et je vous ferai des reviews donc sur Yuki Holder parce que j'ai envie de vous en parler, parce que c'est juste génial en fait, enfin de pouvoir comparer les œuvres d'Akamatsu. Je veux dire, autant au niveau des graphismes, je sais pas, par exemple Naru ressemble beaucoup à Asuna, Tota peut être comparé d'une certaine manière à Negi puisque c'est son descendant, qui lui-même peut être comparé d'une certaine manière à Keitaro Urashima, qui lui-même peut aussi être comparé à Hitoshi Kobe. Enfin, c'est plutôt marrant de pouvoir comparer les personnages, de revoir l'école Shinmei qui revient souvent, de voir Evangeline McDowell qui était donc un vampire donc dans Negima, qui l'est encore aujourd'hui mais sous une autre forme. Enfin, c'est sympa. C'est sympa de suivre en continu ces histoires et qui en plus ne font qu'évoluer dans le temps, puisque dans Ain't Non-Stop, je crois qu'on est fin 80, 90, un truc comme ça. Après Lovina, on est fin 90, début 2000. Negima, on est milieu 2000 jusqu'à 2013, je crois, quelque chose comme ça. Et dans Yuki Holder, 2014, qui va peut-être même continuer jusqu'à plusieurs tomes. Je pense pas que ce sera une série en énormément de tomes. Enfin, je pense pas, hein. Après c'est mon avis. Mais bon, on peut toujours avoir des surprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commence plutôt bien. C'est génial. En plus de ça, on est là à la fin de Negima. J'étais plutôt déçue parce qu'il y a plusieurs intrigues que je ne trouve pas résolues. On n'en sait pas énormément sur le magicien du commencement. On n'en sait pas énormément non plus sur qui il est réellement. Enfin, il y a quand même tout un tas de... Enfin, faut peut-être lire le manga plusieurs fois pour comprendre. Je sais pas trop pour ma part. Je me suis posé plusieurs questions. Et aussi, qui est la favorite de Negi? Puisqu'on sait que Negi s'est marié. Negi a eu des enfants qui eux-mêmes ont eu donc un enfant qui s'appelle Tota, et le nom donc de ses parents en fait à Tota est révélé pour son père mais pas pour sa mère. Non, attendez, oui, si, c'est ça. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que Shaolin Shen, qui était donc l'un des personnages de Negima, venait du futur, venait de la planète Mars, était donc issue du royaume, du monde magique, et elle est une descendante de Negi. Donc, à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que Shaolin Shen serait par exemple la femme que va, l'enfant que va avoir Tota par exemple, ce qui n'est pas impossible, ou alors elle serait peut-être sa mère en réalité, ce qui voudrait dire que Shaolin Shen serait l'enfant de Negi. Et pour ce faire, il faudrait que Negi ait eu un enfant avec l'une de ses favorites, et sa favorite qui est donc l'une de ses 31 élèves. En procédant par élimination, et supposant que Shaolin Shen serait donc la descendante de Negi, ce qui m'a semblé le plus probable serait été que Negi aurait eu un enfant avec Kyufei, qui était donc son maître, qu'il respectait plus que tout. Et ça pourrait être plutôt logique, puisqu'on sait que comme je vous l'ai dit, pour faire un Paxio dans Negima, il faut que,
que le magicien principal, donc le mage Negi, embrasse celui qui les veut pour partenaire. Alors Kyufei, elle disait, dans ma tradition, si j'embrasse un garçon, ça veut dire que je dois me marier avec, et pour me marier avec un garçon, il faut qu'il soit plus fort que moi. Alors on voit que Negi bat Kyufei, donc du coup ils font un pacto, donc du coup ils s'embrassent, donc du coup on sait aussi qu'elle est amoureuse de lui, on le sait très bien. Alors, est-ce que ça pourrait être un clin d'œil pour dire au final, bon, il l'a battue, etc. Donc, ils vont se marier ensemble. Est-ce que c'était elle sa favorite? Moi, je pense que oui. Peut-être qu'on aura plus de réponses plus tard dans Yuki Holder. Beaucoup disent que ce n'est pas essentiel pour la compréhension de tout ça. Mais moi, je trouve que si, parce que quand même, tant qu'à faire des œuvres aussi connexes que le sont Yuki Holder et Negima, autant répondre à toutes les interrogations qui nous sont restées dans Negima. Donc voilà, je ne peux donc que vous conseiller de lire les œuvres d'Akamatsu en commençant par un ordre chronologique. Donc en lisant My Santa, donc, qui est un one-shot. Oui, c'est un one-shot, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais quand même vérifier parce que, bon, ce serait quand même con de vous induire en erreur. Ouais, c'est ça, c'est bien one-shot, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il a été publié en 1998. Voilà. Donc, après, autre histoire que vous pourriez découvrir, ce serait donc A Non-Stop. Ensuite, vous pourriez lire Lovina en 14 tomes. A Non-Stop qui est donc en 8 tomes. Et Negima qui est donc un peu plus long en 38 tomes et Yuki Holder pour lequel il y a actuellement 4 tomes en France. Autrement, si vous aimez en général l'aventure, les shonen de genre neketsu ou plus encore si vous aimez les jolies filles, les petites culottes, des vues plongeantes sur des décolletés, enfin tout ce genre de trucs, bah vous aimerez les œuvres d'Akamatsu puisque c'est un héros qui apparemment, enfin au tout début, n'a rien pour lui mais qui ne va faire que progresser et finalement devenir un perso plutôt badass. Et honnêtement, c'est ce qu'on trouve avec Negi parce que c'est un petit garçon de 10 ans, mais au final ça veut dire le mec qui sauve le monde de la magie et le monde, le monde en général, qui va devenir genre le super héros qui hérite de tout le prestige qu'avait son père dans le temps, donc son père Nagi Springfield. Enfin voilà, c'est donc des mangas que je vous conseille puisqu'ils sont juste énormes et qu'Akamatsu est juste un super maître du manga. Voilà, et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout donné envie de découvrir donc l'univers d'Akamatsu qui est juste un univers magique. Il y a de la magie, il y a du combat, il y a de la romance, mais à aucun moment la romance on peut dire que c'est du fanservice, à aucun moment on peut dire que les petites culottes que l'on voit c'est aussi du fanservice parce que ça fait carrément partie de son univers, c'est à la base de son univers, c'est Akamatsu, c'est comme ça, c'est voilà. Enfin bon, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je vais vous faire une review donc sur Nanatsu no Taizai. Je suis encore en train de continuer parce que bon, je m'y suis pris plutôt en retard. Donc j'avance et quand je serai au point, bah, je vous ferai une review dessus. Voilà. Bon, et ben j'espère que ce que je vous aurai dit, enfin cette vidéo vous aura plu. Voilà. Bah je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à demain pour refaire une review donc sur Fairy Tail et donc probablement sur Nanatsu no Taizai. Bisous!